J'ai le plaisir de recevoir deux intervenants. Donc je commence par Ariane, je te laisse te présenter. Donc, je suis Ariane Nabet-Albert. Je suis responsable des produits speech chez Bertin IT, c'est-à-dire de la ligne de solutions autour de la transcription des conversations humain-humain. D'accord. Ensuite, Mathieu Billem, qui est nos intervenants stars d'aujourd'hui. Oui, bonjour Frédéric. Donc Mathieu Bliem, je suis responsable de l'offre sémantique et de la partie transcription chez Eloquent. Merci. Alors déjà, on va commencer par une première chose, c'est tout le monde ne sait pas ce que c'est, le speech analytics, l'analyse des conversations. Mathieu, un petit peu, dis-nous comment ça marche. Alors, c'est à la fois simple et un petit peu complexe. Comment est-ce que ça marche? En fait, une entreprise reçoit souvent des appels dans son centre, souvent c'est au service client, donc des conversations entre les agents de l'entreprise et les clients finaux ou en B2C ou en B2B. Ces conversations peuvent être enregistrées, donc avec différents formats. Ça peut être du Wave, du MP3 ou d'autres formats. Ensuite, ça peut être du mono, du stéréo, différents taux de compression. Donc, on a des enregistrements qui ont des qualités et des formats assez variables. Et c'est cette matière qui va nous permettre de faire de la transcription et de faire de l'analyse sémantique dessus. Alors, l'analyse sémantique, ça permet de structurer l'information. À la base, c'est développé pour fonctionner sur des écrits. Ça permet d'extraire notamment les concepts, c'est-à-dire les noms ou les groupes nominaux, les opinions positives, négatives, les catégories qui sont exprimées, c'est-à-dire c'est des regroupements d'idées comme les tarifs, l'accueil, etc., compétences du conseiller. Et puis ça permet aussi de détecter des alertes comme les risques juridiques, les risques de résiliation ou un risque de bad buzz, par exemple, signalé par un client. Et donc, comme je disais, l'analyse sémantique, à la base, c'est fait pour fonctionner sur des écrits. Et donc, il y a des adaptations qui sont nécessaires pour que ça fonctionne aussi sur des conversations téléphoniques. Par exemple, on met généralement en place une catégorisation sur mesure. Parce que si on reçoit des appels, si je suis une entreprise qui travaille dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur bancaire ou de l'assurance ou des mutuelles, je vais avoir des clients qui parlent dans des termes vraiment différents et qui parlent de choses différentes. Et un joint de culasse, c'est pas la même chose qu'une police d'assurance. Exactement. Donc pour cela, on est aussi capable d'intégrer des dictionnaires métiers, à la fois pour intégrer des termes techniques, des catalogues produits, parce que peut-être que le produit d'un de mes clients a un nom qui est un nom propre. Donc je pense à Orange qui est une marque, mais on peut imaginer un nom de produit qu'il faut savoir dissocier du nom commun utilisé. Donc on peut intégrer des dictionnaires produits. Ensuite, autre type d'adaptation, c'est l'analyse des sentiments. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les conversations téléphoniques, les sentiments ne sont pas exprimés de la même manière que dans des verbatims. À l'écrit, si je demande ce que vous avez pensé de la prestation en général, peut-être que vous allez dire l'accueil était chaleureux, mais le tarif était trop élevé. Là, c'est clairement exprimé, il y a deux parties de phrase, on sait ce qui est positif, négatif et ce sur quoi ça porte. Alors qu'à l'oral, peut-être que si je suis client, je vais dire « Bonjour, je vous appelle pour ma facture. Oui, en quoi puis-je vous aider ? J'ai reçu la facture du mois d'octobre et je pense qu'il y avait une erreur. D'accord, quelle est l'erreur d'après vous ? Eh bien, j'ai payé 105 € au lieu de 80 selon moi, d'après ma consommation. » Donc là, pour détecter qu'il y a un avis négatif, enfin un mécontentement lié à la facture, on a eu 5 tours de parole, 5 échanges entre le client et l'agent. Et donc, pour reconstituer ça, il y a un travail qui est plus important parce que l'opinion, elle est exprimée finalement au cours de 30 secondes de conversation. Et puis, d'autre part, un autre biais qu'on peut avoir à travers les conversations, c'est que si je dis « Très bien, monsieur, votre rendez-vous est noté pour demain 9h » et que tu me réponds « Très bien, à demain », en fait, quand ça va être retranscrit, le « très bien » ne signifie pas qu'on a une opinion positive. Ouais. Autant dans un verbatim, quand je dis c'est très bien. Voilà, j'ai bien reçu mon téléphone, il est très bien. Là, ça montre que je suis content. À l'oral, c'est simplement de la ponctuation. Et donc, il faut savoir dissocier les opinions positives et négatives à l'oral de celles qu'on peut détecter à l'écrit. Donc, il y a un travail de spécialisation à faire. Et puis, dernier type d'adaptation qu'on peut faire sur des conversations, c'est l'identification des locuteurs. Parce qu'en amont, Bertin IT nous fait la séparation des locuteurs, ce qu'on appelle la diarisation. Mais ensuite, il faut savoir qui est l'agent, qui est le client. Donc ça, on a mis en place des algorithmes chez Eloquent pour pouvoir le faire. Et puis, dernier type de traitement qu'on peut faire, c'est l'anonymisation des données, c'est-à-dire détecter dans les conversations tout ce qui est nom, adresse, téléphone, numéro de carte bleue, de manière à pouvoir les effacer si le client le souhaite. Voilà. Et donc au final, ça permet, une fois qu'on a fait tout ça,
et qu'on a fait passer l'analyse sémantique de monitorer l'activité de manière à mettre en place un suivi, des plans d'action. Pour écouter 100% des conversations au lieu de faire du picking, en fait, c'est ça? Exactement. Donc ça fait partie des avantages du traitement automatique qu'on verra dans une deuxième partie. D'accord. Alors justement, pourquoi Ariane est sur le plateau aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce partenariat éloquent Bertin IT? Oui. Alors, dans le processus que j'ai décrit, il y a une première partie qui est la transcription. Et là, donc, on s'est adressé au spécialiste du domaine qu'est Bertin. Et nous, côté éloquent, on s'occupe de la partie analyse sémantique, avec une mise en place d'une grammaire sur mesure, comme j'ai expliqué, et puis l'accompagnement de nos linguistes. Et tout ça, ça constitue une offre tout en un. Alors pourquoi avoir choisi Bertin? Le plus de notre partenariat, déjà, Bertin IT, c'est un éditeur français. Donc au niveau de l'hébergement des données, que ce soit chez Bertin IT ou chez Eloquent, tout est en France. Ensuite, chez Eloquent, on est d'ailleurs certifié ISO 27001 depuis 5 ans environ. C'est une norme qui est un peu plus contraignante que RGPD, ce qui fait que quand RGPD est arrivé, on était déjà prêt pour tout ce qui concerne la sécurité des données. D'ailleurs, on a des audits à la fois de la part de l'organisme qui délivre la norme et aussi de la part de nos clients. Et jusqu'ici, tout s'est bien passé. Donc, le fait de travailler avec Bertin, avec un hébergement français aussi, ça va dans le même sens, ça nous rassure. Ensuite, on a fait aussi des tests de performance. C'est-à-dire que quand on a commencé chez Eloquent à travailler sur la transcription, au départ, on a essayé nous-mêmes de faire de la transcription. On s'est rendu compte que c'était un boulot monstre parce que pour transcrire 2 minutes de conversation entre un client et un agent, si je les écoute et que j'essaye de noter mot pour mot ce qui a été dit en mettant, pas à la milliseconde, mais on va dire au dixième de seconde près le bon tempo, moi j'ai fait l'expérience d'essayer de le faire. Il faut à peu près 1 heure pour traiter 2 minutes de conversation. Alors peut-être quand on est entraîné, on arrive à faire 3-4 minutes à l'heure, mais en tout cas c'est très chronophage. Et pour avoir un modèle qui est performant, il faut plusieurs centaines d'heures retranscrites. Donc c'est vraiment un boulot monstrueux, sans compter les adaptations liées au volume sonore qui est en arrière-plan, au type de conversation, est-ce que c'est une émission de radio, est-ce que c'est une conversation téléphonique, etc., etc. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas du tout notre métier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué un gold. Un gold, c'est-à-dire qu'on prend des conversations qu'on retranscrit à la main pour avoir une retranscription parfaite. Et ensuite, on a donné ces conversations à différents éditeurs qui, eux, faisaient la transcription pour comparer à la transcription parfaite. Et donc, c'est Bertin qu'on a choisi parce que c'est eux qui avaient le meilleur résultat. Et donc, en plus de ces tests de performance, le dernier avantage que je peux citer avec Bertin, c'est que les équipes sont vraiment disponibles. Et quand on a besoin d'un modèle particulier, adapté aux conversations téléphoniques ou adapté au monde bancaire ou des choses comme ça, non seulement on peut facilement adapter le modèle avec des lexiques métiers, des choses comme ça, et puis quand on pose une question, on a rapidement la réponse, la solution. On n'attend pas 2 à 4 semaines en ouvrant un ticket, ce qui peut être fastidieux. On appelle directement les gens et on a vraiment une proximité qui est agréable. Donc voilà pourquoi on a choisi Bertin comme partenaire. Alors justement, Ariane, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus juste sur cette évolution de la technologie, speech to text, à quoi ça sert, etc. Alors on va essayer de voir même avec des exemples. Vous verrez tout à l'heure un exemple audio, 2 exemples audio, français et anglais. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, tout à fait. Donc d'abord, moi, ça fait très plaisir d'entendre tout ce que tu viens de dire, Mathieu, sur notre partenariat. C'est effectivement un partenariat qu'on apprécie beaucoup avec Eloquent, avec 2 technologies très complémentaires. Donc la technologie du speech to text, la technologie de retranscription vocale, c'est effectivement une technologie qui a beaucoup évolué ces derniers temps. On peut le voir sur la slide là qu'on peut voir d'ailleurs sur une slide un petit peu temporelle. Donc, comme l'a dit Mathieu, ça démarre, cette technologie s'appuie sur des données. Donc, les travaux chez Bertin IT sur cette technologie remontent, disons, une dizaine d'années et s'appuient sur des gros corpus de données, en un certain nombre de langues, une quinzaine de langues, et avec beaucoup de données diversifiées en français notamment. Ensuite, au niveau des cas d'usage, la technologie, on se rend compte, sert de plus en plus de cas clients et permet de faire de plus en plus de choses. Alors, pour être plus précis, je vais prendre quelques logos qu'on voit ici dans la timeline. Peut-être on peut commencer par l'exemple d'un énergéticien. Ah oui, on a un exemple audio. Alors, on va écouter l'audio. Normalement, vous verrez l'exemple d'une transcription. Alors, hop, attention, voilà, ça va se lancer. Oui, bonjour. Bonjour.
Je vous appelle suite à un courrier que vous m'avez renvoyé. Oui. Donc c'était au nom de chez vous apparemment. Mhm. J'ai arrêté mon activité sur un marché. Oui. J'avais donc un contrat avec vous pour l'électricité. Mhm. Je vous ai tout envoyé en recommandé, mais par contre vous m'avez envoyé un papier où il manquait donc le relevé du compteur et D'accord. le numéro de compte client pour pouvoir arrêter la ligne. Effectivement. Alors, vous avez donc la référence client? La référence client, ouais. Elle est énorme, vous la voulez... Entièrement, oui, s'il vous plaît. D'accord. C'est assaut. Voilà, je vous demande un instant, le temps de faire la recherche du dossier. Voilà, donc là c'était l'exemple. Très bien. Donc là, vous voyez un petit peu ce que le système a transcrit avec son propre score de confiance. Les mots qui sont retranscrits en vert sont les mots sur lesquels le système est assez sûr de lui, les mots en rouge sur lesquels le système peut avoir un doute. Globalement, on voit que c'est retranscrit de façon relativement fidèle. MediaSpeech essaye de séparer les locuteurs, d'attribuer à chacun ses tours de parole, ce qui peut être parfois difficile quand les personnes parlent en même temps ou se coupent la parole, mais le système fait de son mieux. Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans une conversation comme celle qu'on vient d'entendre, il est possible, avec la retranscription, de se faire quand même une bonne idée du sujet, de la thématique de la conversation et de ce que sont en train d'échanger l'agent et le client. Peut-être qu'on peut voir un autre exemple, cette fois-ci dans un domaine assez différent, qui est le domaine de la banque et plus particulièrement des salles de marché. Alors c'est un exemple en anglais, hein, on va préciser. Oui, en effet. Donc cela c'est juste après. Donc un petit exemple. Oui, bonjour. Actually, he makes between 1 and 2 a day, which never shows up on any curve shift where he just buys it from the day ahead. He just fucks California. Then another... Wait a minute. Okay. He steals money from California to the tune of about $1 million. Can we rephrase that? Okay. He arbitrages the California market to the tune of $1 million or $2 a day. Will that ever stop? Yeah. Okay. Maybe we can put him into a special purpose vehicle. Right. Then what else did we have yesterday? We typically get about $2 million a day in FTR revenue. Okay. Is that going to go on forever? No, that's going to stop as well. Okay. I don't know. I don't have the... C'est bon, voilà. Très bien. Donc là, on voit un exemple avec un audio qui est beaucoup plus bruité, plus spontané, avec des interlocuteurs qui se coupent beaucoup plus la parole et qui parlent un certain jargon. De la même façon, MediaSpeech a été adapté aussi à ce domaine-là et arrive à retranscrire assez fidèlement, en tout cas suffisamment pour permettre aujourd'hui à un certain nombre de banques, dont Crédit Agricole CIB et d'autres banques, de contrôler la conformité, exactement, des conversations des traders. Peut-être on peut terminer par un dernier exemple. Alors cette fois-ci, il n'y a pas d'audio, mais on a une retranscription du texte qu'on peut peut-être voir à l'écran. Ouais. Alors Canal+. Voilà. Donc Canal+ utilise également MediaSpeech pour retranscrire les conversations entre agents et clients. Et cette retranscription dont on peut peut-être voir un exemple, s'il veut bien s'afficher. Juste derrière. Voilà. Donc c'est ce genre de conversations qui vont être transcrites et qui va permettre à Canal+, en quasi temps réel, de même façon de se faire une idée des thématiques abordées, des points éventuellement de friction, de satisfaction, d'insatisfaction des clients dans leur interaction avec les agents. Et là, les retours, les points clés que l'on a recueillis auprès de ce client, typiquement, et je pense qu'ils doivent concerner un certain nombre de centres de contact. Son premier point, cela permet d'objectiver les retours, c'est-à-dire on peut s'extraire de l'aspect subjectif des jugements, de la façon dont se passent les conversations et quelles sont les thématiques importantes ou non. Il y a là des chiffres, c'est quantifié. Le deuxième point, c'est que cela permet de suivre ces thématiques dans le temps, et ça c'est très important pour évaluer l'impact
des actions, des mesures qui sont prises, de formation, d'actions sur les éventuels points de friction, ou ce qui est remonté en tout cas par les abonnés. Donc ça, le suivi dans le temps, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Et enfin, dernier point, c'est un gain opérationnel immédiat, c'est le fait d'avoir pu libérer les agents de la tâche assez fastidieuse d'étiquetage post-appel. C'est-à-dire qu'on demande souvent aux agents, une fois qu'un appel est terminé, de renseigner les thématiques de l'appel, de faire éventuellement un petit résumé, des mots-clés catégorisés. On sait que cette tâche est assez fastidieuse, prend du temps à l'agent, et il est difficile d'avoir vraiment de la fiabilité ou de la granularité dans ce genre de tâches. Donc là, aujourd'hui, Canal+ s'est rendu compte que le travail que fait le système permet d'étiqueter de façon fiable, fine, automatique, et donc a pu libérer les agents de cette tâche-là. D'accord. Alors Mathieu, tu voulais peut-être ajouter quelque chose en plus ? Ça, effectivement, la diminution de la durée de traitement d'un appel, c'est un des avantages qu'on va lister, mais effectivement, on l'a constaté à la fois pendant la durée de l'appel et puis post-appel avec le travail que doit faire l'agent sur l'étiquetage. Voilà. Peut-être si je dois dire une dernière chose, c'est que dans la première slide de Timeline, vous avez peut-être vu qu'il y a d'autres cas d'usage qui apparaissent maintenant, qui sont liés à des nouvelles capacités de la technologie, qui est capable aujourd'hui de transcrire en temps réel, en live. Et nous voyons apparaître maintenant des cas d'usage, par exemple comme celui du Crédit Mutuel, qui va utiliser la technologie pour transcrire en temps réel les appels des clients et interagir avec eux, permettre de les orienter en les laissant s'exprimer en langage naturel, dérouler certains dialogues en self-service, en bot, pour traiter au mieux, au plus vite leurs besoins et leurs demandes. J'ai rajouté pour le plaisir quand même une nouvelle affaire qui est le Parlement européen. Nous venons de gagner récemment une affaire auprès du Parlement européen où il s'agit maintenant de transcrire et traduire en temps réel les sessions du parlementaire, du Parlement. Et aujourd'hui, avec l'impact de la pandémie et le fait que beaucoup de sessions se font à distance et que ça devient de plus en plus difficile de faire venir les traducteurs à ces sessions-là, ce type d'approche automatique est de plus en plus, disons, pertinente pour ces sessions parlementaires. D'accord, très bien. Donc là, on a vu la partie un petit peu techno. Mathieu, je te laisse peut-être donner les aspects pratiques dans un centre de contact. À quoi ça va servir cet aspect analyse sémantique et analyse des conversations téléphoniques ? Oui, alors les intérêts sont multiples. On les a listés. Peut-être si tu veux passer le slide suivant. Donc au niveau des intérêts que présente la transcription puis l'analyse sémantique, ça doit être encore après. Oui, c'est le numéro 1, c'est l'analyse exhaustive. Voilà. Donc le premier intérêt, effectivement, c'est l'analyse exhaustive et automatique des conversations clients. L'intérêt d'avoir un traitement automatique, c'est justement de pouvoir analyser des milliers de conversations, donc d'être exhaustif. Et quand un manager doit faire un bilan avec un agent, généralement il fait du picking, donc il va écouter 3 conversations et puis il va dire ce mois-ci t'as pas été très bon, j'ai écouté, ça s'est mal passé. Et puis l'agent va dire mais il y a un biais parce que tu as écouté les mauvaises conversations et généralement ça se passe bien, mais ce jour-là non. Donc c'est assez subjectif. Mais inversement, si on voulait écouter l'ensemble des conversations, donc peut-être des milliers d'heures par mois, ce serait complètement impossible. Donc plutôt que de passer un temps précieux à écouter les conversations, les retranscrire et les annoter, le fait d'avoir un traitement automatique, ça vous fait gagner du temps. Et en plus, du coup, on a un résultat qui est sans biais. Donc l'agent et le manager sont forcément d'accord sur le contenu puisqu'on a traité l'ensemble des conversations. Deuxième ? Oui. Un deuxième avantage, c'est une meilleure connaissance du parcours client, donc des motifs d'appel et des attentes des clients. La plupart de nos clients qui nous demandent de retranscrire des conversations, effectivement, souhaitent, dans un premier temps au moins, avoir une vision des motifs d'appel, à la fois l'ensemble des motifs et aussi le pourcentage de chacun des motifs. Parce que si par exemple, les avantages, c'est que si par exemple, vous avez 60% des clients qui appellent pour, un suivi de commande, peut-être qu'on peut délester le service client en mettant en amont un SVI vocal qui va rediriger ces demandes vers un bot ou alors mettre le bot directement sur le site web. Il y a des tâches qui sont automatisables. Et donc, en fonction des motifs d'appel, il est tout à fait possible d'alléger le nombre d'appels qui arrivent au service client pour automatiser les plus simples. Voilà. Et puis, autre cas de figure, une fois qu'on connaît tous les motifs d'appel, pour un client pour lequel on avait travaillé, ça permettait aussi de faire un zoom sur un produit. Donc je viens de lancer le produit Tartampion, je veux savoir tout ce qui se dit dessus, en positif, en négatif.
Ou alors, je viens de faire une campagne de com et je vais regarder dans les motifs d'appel si on m'appelle plus spécifiquement pour tel ou tel produit qui vient d'être commercialisé. D'accord. Alors, il y a un troisième point, c'est la diminution du durée des appels et l'augmentation du first call resolution, résolution du premier appel. C'est ça. Donc, comme l'a mentionné Ariane, effectivement, quand on connaît mieux les attentes des clients, on peut aussi former les agents en face. C'est-à-dire que si on sait que les clients appellent plutôt pour du SAV ou plutôt pour une demande de prix ou des choses comme ça, on va former les agents en fonction et on va aussi positionner les bons agents pour répondre à ces questions-là. Et donc, en donnant des réponses plus pertinentes et plus rapides, on va naturellement diminuer la durée de traitement et augmenter le FCR, qui est le taux de réponse au premier appel, et on va diminuer aussi le nombre d'appels répétés. Donc, de manière générale, ça permet d'améliorer tous les KPI qui sont suivis dans les centres d'appel. D'accord. Le quatrième point, je crois que c'est la détection des clients à risque, les alertes. Oui, alors effectivement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'exploitation de la voix, on peut détecter des opinions positives ou négatives avec un traitement particulier, mais on peut aussi détecter des alertes. Donc un client qui parle de résiliation, là c'est assez clair, parce que l'agent va tout de suite se rendre compte qu'il y a un risque potentiel, mais un client qui parle par exemple de déménagement, peut-être que sur le coup, l'agent ne va pas tout de suite remarquer qu'il risque de perdre le contrat parce que c'est un assureur et qui fait l'assurance habitation, voiture, etc. Et puis, au détour de la conversation, son client lui parle de déménagement. Ah, attention, il faut faire attention à ce que ce client ne change pas d'assurance habitation. Donc là, on peut par exemple détecter un risque de résiliation, un risque de bad buzz ou la colère tout simplement dans ce qui est dit par le client. Et on peut par exemple générer un ticket de rappel. Donc une fois que la conversation est terminée, elle est analysée, et puis on se programme un ticket de rappel pour l'après-midi, pour pouvoir rappeler le client et dire au fait, vous m'avez parlé de déménagement, si vous voulez, on peut vous accompagner pour migrer vos contrats, des choses comme ça. D'accord. Le cinquième point, c'est la conformité, on en parlait tout à l'heure déjà. Oui, alors la conformité des appels, c'est le fait que dans une conversation, on peut vérifier si les conditions de vente ont bien été énoncées, par exemple. Est-ce que les normes qui doivent structurer la conversation entre le client et l'agent ont été respectées? Et donc, on va pouvoir suivre un certain nombre de moments clés dans la conversation. Et dans les centres de contact, il est fréquent que, effectivement, les agents doivent suivre un script ou en tout cas mentionner un certain nombre d'informations. Donc, par exemple, récemment, on a eu un client qui nous a sollicité pour faire du quality monitoring. Alors, nous, on ne fait pas du quality monitoring, mais on peut en faire une partie. Donc, eux, ils avaient une grille d'une 60aine de points à contrôler. Par exemple, un de ces points, c'était quand l'agent décroche, est-ce qu'il dit bien Mathieu Bliem, éloquent, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Donc, est-ce que cette phrase a bien été mentionnée, oui, non? Est-ce que j'ai bien parlé des conditions générales d'utilisation? Est-ce que j'ai bien mentionné le nouveau produit qui est sorti la semaine dernière? Ça, ce sont un certain nombre de points de contact qu'on est capable de vérifier. Et donc, une fois que le client et l'agent ont raccroché, via l'analyse automatique, on va pouvoir cocher des croix, cocher des cases pour savoir si tous les points de contact, tous les jalons ont bien été respectés. Ça évite de faire du quality monitoring complet en réécoutant toute la conversation qui peut durer 5 minutes, qui prend du temps et qui coûte pas mal d'argent. D'accord. Et puis peut-être que Ariane, tu voulais compléter sur le... Oui, je confirme en effet que, bien sûr, cela se rapproche du cas d'usage dont on a parlé tout à l'heure dans le monde bancaire, sur le contrôle de conformité qui est aujourd'hui en place. Et il est clair que de disposer des transcriptions automatiques des appels permet de faire gagner énormément de temps aux officiers de conformité, donc aux personnes qui sont chargées de vérifier la conformité d'un appel, y compris sur des concepts assez subtils. Puisque dans le cas des traders, il s'agit d'aller vérifier le respect d'un certain nombre de réglementations bancaires et de bonnes pratiques professionnelles. Pour un centre de contact, ça peut être vérifier des bonnes pratiques de vente, etc., pour valider par exemple une vente au téléphone. Et comme tu l'as dit Mathieu, il y a aussi ce premier niveau qui est vraiment une utilisation directe de nos technologies, de vérifier que les phrases obligatoires ou les phrases du script, les phrases de bonnes pratiques ont été respectées. Et ça, c'est extrêmement simple avec la solution qui est en place aujourd'hui. Oui. Puis on parle de points précis de contact, mais ponctuellement, si je veux savoir tout ce qui se dit sur, mettons que je travaille chez Renault,
sur le dernier modèle. Donc, je rentre le nom du modèle, puis ça va me sortir toutes les conversations qui parlent de ce modèle-là, qui mentionnent ce modèle-là. Donc après, je peux prendre la conversation, aller directement au bon moment pour écouter ce qui s'est dit, plutôt que d'écouter une conversation de 5 minutes. Voilà, je vais avoir les 30 secondes les plus pertinentes. Ouais, c'est plus facile de lire un texte que d'écouter 5 minutes de conversation téléphonique. Quoi. Oui, parce qu'une fois que le texte est retranscrit, voilà, on peut faire de la recherche plein texte. On peut faire de la recherche sur le contenu de manière automatique. D'accord. Alors, on a un 6e point, c'est le coaching des agents. Oui, alors effectivement, on peut détecter les bonnes pratiques et les améliorations à apporter. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple qu'on a mis en place chez un de nos clients. Eux, ils mesuraient le taux de succès d'un agent en sachant s'il y avait eu, à la fin de l'appel, l'envoi d'un devis ou la redirection vers un installateur. Donc ça, c'était la manière pour eux de dire cet appel, il est couronné de succès. Ce qu'on peut faire, c'est en regardant les agents qui ont les meilleures performances et ceux qui ont des performances un peu en retard, un peu moins bonnes, on va détecter les bonnes pratiques dans les conversations et du coup, ça va permettre de coacher les agents les moins performants, combler leurs lacunes et donc améliorer le service en général. D'accord. Alors après, il y a le reporting aussi qui est un élément important. Voilà, ça c'est un petit peu la conclusion, c'est qu'une fois qu'on a fait la transcription, l'analyse sémantique, on a détecté les risques de résiliation, les bonnes pratiques, etc. Tout ça, l'idée, c'est de le synthétiser dans des tableaux de bord pour connaître à la fois la performance, la qualité de votre relation client. Et surtout, on va avoir des tableaux de bord qui peuvent servir à la fois au niveau du manager d'un plateau, par exemple, et puis au niveau de l'agent pour suivre sa propre activité. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des plans d'action avec une vision globale et puis de faire un suivi sur le terrain, à la fois par le manager et par l'agent. Donc monitorer tout ce qui a été identifié. D'accord, Mathieu. Alors, si on peut regarder peut-être une capture écran pour voir à quoi ça ressemble, hein. Tu peux nous guider un petit peu sur ce petit écran qu'on voit tout de suite. Oui, alors ça, c'est un cas d'usage justement qu'on a mis en place pour un de nos clients, dans lequel on avait analysé plus de 15 000 conversations. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs avec les informations qui sont extraites via la transcription et l'analyse sémantique, comme par exemple le temps de parole du conseiller et du client. Et puis, donc, on a un certain nombre de métriques et de tableaux de bord, comme la répartition des motifs d'appel, qu'on doit voir tout en bas. Donc, en termes d'usage, je disais, l'usage principal, c'est connaître les motifs d'appel, enfin, un des usages principaux. Faire le quality monitoring, ça, on l'a vu. Et puis, on a un autre slide derrière sur les autres usages principaux, avec sur la gauche le lecteur qu'Ariane a montré tout à l'heure. Alors, c'est assez pratique parce que, comme tu disais, c'est plus facile de repérer dans un texte le moment où on parle de tel ou tel item. Et puis, ce qu'on a fait aussi chez Eloquent, c'est que sur ce lecteur, on peut positionner des pastilles. Donc, par exemple, si je veux avoir tout ce qui se rapporte au tarif, à la compétence du conseiller, etc., on peut mettre des pastilles de couleur. Donc, on voit une pastille bleue à tel endroit qui mentionne le tarif. Je vais aller cliquer sur la pastille. Et à la fois le lecteur et puis le texte aussi vont être positionnés directement au bon moment. Donc ça, c'est un gain de temps si je veux faire du suivi, de l'écoute après coup. Conformité des appels, on en a parlé avec quelques exemples que j'ai donnés. Et puis la gestion des messages téléphoniques, c'est aussi ce dont parlait Ariane. Ça, c'est un usage qui peut être fait en temps réel avec le SVI vocal, c'est-à-dire que j'appelle un service client, je donne naturellement la raison de mon appel. Et puis, en temps réel, ce que j'explique est analysé et je suis redirigé soit vers un callbot, soit vers l'agent le plus compétent, soit si vraiment il y a un temps d'attente, on me dit combien il y a de temps d'attente et puis je peux éventuellement renouveler mon appel ou on peut me proposer de me rappeler d'ici 15 minutes. Donc, il y a une palette d'usages derrière. Via une analyse temps réel, après, on peut apporter la bonne réponse au client. D'accord. Là, ça a l'air assez intéressant. Mathieu, comment ça se passe? Comment on fait une mise en place? Est-ce qu'il y a des volumes de conversation nécessaires? Est-ce que tu peux nous donner quelques informations si on veut mettre en place ce genre de solution dans un centre de contact? Alors, je dirais que généralement, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas à des centres de contact où il y a 2 personnes, parce que c'est trop petit. Parce qu'il suffit d'écouter. Voilà, l'écoute est plus facile par le manager s'il n'y a que 2 agents. Mais en revanche, dès qu'il y a une dizaine d'agents ou plus, les volumes, ils sont vite là, parce que chaque agent va faire, mettons, 5 heures de conversation par jour. S'il y a 10 agents, ça fait 50 heures. Multiplié par le nombre de jours par mois, le manager, pour lui, c'est impossible d'avoir une écoute exhaustive. Donc à ce moment-là, le traitement automatique a tout son sens. Il aura vraiment une vision exhaustive de ce qui est dit dans son centre de contact, agent par agent, et puis il connaîtra tous les motifs d'appel. Voilà.
Donc, dès qu'on a 10 agents, je pense que ça vaut le coup de... Ce qu'on peut ajouter peut-être au niveau peut-être de la mise en place et des volumes, c'est que, comme on l'a vu, pour chaque domaine, il peut y avoir des adaptations nécessaires. On l'a vu tout à l'heure avec le cas Canal+, dans le petit exemple, il y avait beaucoup d'entités nommées. Ça parlait de beIN Sport, du Paris Saint-Germain, de CanalSat, Canal+. Donc évidemment, chaque client, ou dans le monde des traders, il va y avoir d'autres jargons. Donc bien sûr, pour chaque client, on va être amené à faire une adaptation, que ce soit pour le moteur de speech to text, comme pour le moteur sémantique, pour comprendre aussi quelles sont les phraséologies, la façon d'exprimer les concepts dans ce contexte-là. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure, c'est de faire des listes de mots de vocabulaire du domaine pour déjà les intégrer dans le moteur de retranscription, s'assurer aussi qu'elles sont bien gérées au niveau de l'analyse sémantique. Et ça permet d'avoir déjà un système qui va reconnaître globalement les mots importants du domaine. Ensuite, pour aller plus loin, ça peut être de la retranscription manuelle d'un certain échantillon d'appels représentatifs, ce qui va permettre de faire du tuning, de l'affinage des outils, aussi bien speech to text que sémantique, pour arriver à une performance, à une précision plus élevée. Oui. En gros, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais si j'ai bien compris, si on dit au logiciel de transcription, si on lui donne une liste de mots et aussi une liste de phrases types, ça augmente la probabilité pour que ces phrases types soient reconnues. Et donc, si je parle d'un installateur, par exemple, le mot radiateur, il a plus de chances de sortir que chaussure ou un autre mot qui serait proche, mais qui sortirait sans la customisation. Tout à fait. D'accord. Alors, je vous invite déjà à commencer à poser quelques questions. Donc, nos deux invités vont répondre dans quelques secondes. Je voudrais juste une petite conclusion, donc Mathieu, sur cette technologie speech to text. On a déjà plusieurs clients qui tournent là-dessus. C'est vraiment une avancée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup sur les centres de contact ou c'est vraiment les personnes les plus à la pointe qui l'utilisent? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'émergent, c'est-à-dire que quand on parle de transcription et d'analyse sémantique derrière, une grosse partie de nos clients sont intéressés par le sujet. Ensuite, pour passer à la mise en œuvre, c'est encore un sujet émergent, un petit peu comme le chatbot il y a quelques années. C'est quelque chose qui suscite de l'intérêt, mais on n'a pas encore la majeure partie des clients qui sont passés en production. Donc on est dans la phase de montée en puissance. Donc les early adopters qui commencent déjà à utiliser ces technologies, les gens qui sont plus à la pointe en fait de l'expérience client. Oui. Mais je pense que pour Ariane, c'est pareil. Tu dois voir quand vous avez de plus en plus de demandes et c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. Oui, on sent là comme un point d'inflexion, disons, dans la courbe d'adoption. Autant ces dernières années, oui, on travaillait finalement qu'avec des early adopters, des sociétés qui étaient connues pour être à la pointe de la technologie, très technophiles, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes sollicités par un grand nombre de comptes qui jugent que ce type de technologie, de speech analytics, de transcription vocale, finalement aujourd'hui est un must pour mettre leur centre de contact au meilleur niveau opérationnel. D'accord. Alors, je vous propose peut-être qu'on passe à la section de questions-réponses. Donc, Chantal, avec sa douce voix, va commencer avec la première question. Oui, donc à nouveau de nombreuses questions. Alors, la première, en fait, deux personnes ont posé une question à peu près similaire. Donc, Eric demande comment la solution gère les accents parlés dans le cadre de la reconnaissance sémantique et les spécificités linguistiques régionales. Et la même question de Marc qui demande y a-t-il une prise en compte d'accents, exemple Nord, Sud, France, Canada, US, UK? Alors je pense que c'est une question pour toi. Alors, les accents, les accents, en effet, c'est un vrai sujet, c'est une bonne question. Alors, ça se gère à différents niveaux. Donc, la question sur les accents nord, sud, l'accent du sud, de l'est, de l'ouest, du nord de la France, ça aujourd'hui, c'est géré dans ce qu'on appelle le modèle acoustique. On a un modèle qui s'appuie sur les réseaux de neurones profonds, si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'IA, les apprentissages profonds. Donc c'est ce type de modèle qui aujourd'hui va gérer cette variabilité des accents. Et donc c'est quelque chose qui va être modélisé dans notre modèle acoustique, dans les réseaux de neurones profonds de notre modèle acoustique, grâce à un apprentissage sur des grands volumes de données
où ont été collectés des échantillons de voix, d'appels de personnes de différentes régions de France, etc. Et quand je dis différentes régions de France, aujourd'hui, nos modèles classiques téléphoniques français couvrent France, Suisse, Belgique, Luxembourg, enfin Benelux. Le Canada, c'est autre chose. Le québécois. Tabernacle. Et voilà. Donc le québécois, c'est une langue en soi. Donc, ce sont des modèles acoustiques séparés. On n'a pas fait un gros modèle acoustique France-Benelux plus Québec. Non, le Québec, c'est une langue. De la même façon que l'allemand c'est la même langue que l'autrichien, mais ce n'est pas la même langue que le suisse-allemand. Donc, le suisse-allemand, c'est une langue différente. Donc voilà, parfois, il y a comme ça des séparations de langues. Sur l'anglais, c'est un sujet aussi très intéressant. Il y a une spécificité avec l'anglais, c'est que l'anglais est plus parlé par des non-natifs que par des natifs dans le monde. Donc là, il y a un sujet sur l'anglais qui est, la variabilité régionale, si on veut, US-UK. C'est la même langue, mais ce sont des variabilités d'accent très grandes. Et il y a même plus de variabilité dans la petite île anglaise que dans le grand continent nord-américain. Entre l'accent irlandais, par exemple. Voilà, alors l'accent irlandais, l'accent écossais, bon, on se régale. donc il y a énormément de variabilité d'accent déjà au Royaume-Uni. On rajoute à ça les accents d'Amérique du Nord, mais à ça surtout il faut rajouter tous les accents non natifs. Et c'est vrai que quand on a déployé Media Speech dans le monde des salles de marché, ça a été un sujet majeur de réussir à transcrire toutes ces conversations où les traders viennent de partout. Ils peuvent parler l'anglais avec un accent français, allemand, indien, chinois, espagnol, italien, russe. Et ça, c'est un vrai défi pour la technologie. Donc nous avons aujourd'hui une instance de système qui tourne suffisamment bien, de façon assez robuste sur ces variabilités d'accent pour permettre au système d'être opérationnel, mais on n'a pas résolu entièrement le problème. Très clairement, on n'a pas encore résolu le problème, on peut encore faire mieux. Et donc, nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec des labos de recherche. Donc, nous avons notre propre R&D et nous travaillons aussi avec le monde académique. Donc, nous avons des sujets de recherche en cours sur des nouvelles approches, toujours à base d'approches d'IA, transfer learning, etc., pour mieux traiter ces variabilités d'accent. Ouais. Enfin, heureusement pour le français, ces variations sont quand même beaucoup plus légères. Donc, on va dire pour la France, c'est bon. Pour de l'anglophone, c'est un peu plus complexe. Exactement. Alors Chantal, une troisième question ? Oui, alors Marc poursuivait en demandant, mais on l'a abordé un petit peu, les transcriptions sont-elles traduisibles ? Et puis, y a-t-il un contrôle humain post-déploiement, recalibrage ou calibrage ? Alors Ariane ou Mathieu ? Sur le contrôle humain, effectivement, une fois qu'on a mis en place le projet, on va faire un contrôle qualité pour être sûr qu'effectivement, donc on va écouter des conversations et voir la transcription, voir si la transcription est correcte et si l'analyse sémantique qui est faite est cohérente. Et si on veut améliorer le modèle, on peut constituer un gold, comme a expliqué Ariane, c'est-à-dire qu'on va écouter des conversations, les transcrire à la main, et puis donner ces conversations correctement transcrites au modèle, enfin au moteur Bertin IT, de manière à ce qu'il améliore ses performances. Et ça, de manière naturelle, avec un travail quand même derrière, on a vu que ça améliorait le wear, le taux d'erreur, on va dire. Donc ça diminue le taux d'erreur dans la retranscription. D'accord. Voilà. Donc, oui, tout à fait. C'est une très bonne pratique de faire des vérifications périodiques du taux d'erreur de mots. On regarde vraiment où se situe le système dans sa performance, dans sa précision de retranscription, et s'assurer qu'il s'améliore au fil du temps grâce à l'entrée de données transcrites ou l'entrée de vocabulaire, en effet. Donc ça, effectivement, c'est une prestation qu'on propose chez Eloquent et que vous proposez aussi chez Bertin. Alors, une autre question peut-être, Chantal ? Oui, il y a de nombreuses questions. Alors, Gwen, qui demande, existe-t-il des rapports standards dans l'outil pour comparer des évolutions de satisfaction, émotion, sur toutes les conversations du même thème ? Par exemple, évaluation de la satisfaction des clients parlant des tarifs. Oui, alors effectivement, j'ai parlé de tableau de bord. J'en ai montré quelques-uns à travers le slide sur les usages. Mais on peut tout à fait mettre en place des tableaux de bord sur mesure avec des évolutions qui portent sur tel ou tel thème ou l'évolution globale de la satisfaction, par exemple. Ça peut porter sur la SAT, sur la tonalité qui est détectée. Les tableaux de bord qu'on met en place derrière sont tout à fait personnalisables. Donc effectivement, on peut suivre l'évolution de la satisfaction sur un thème particulier, comme c'est demandé. Alors une autre question peut-être ? Oui, Jean-Michel,
qui trouve que c'est formidable, mais combien ça coûte, plus précisément? Est-ce surtout un coût de paramétrage déploiement initial ou proportionnel au volume traité ensuite ou autre métrique? Alors, c'est les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un coût de setup qui va tenir compte du fait qu'il faut faire une grammaire sur mesure, j'en ai parlé tout à l'heure, mettre en place le moteur de transcription, donc on va dire la session, enfin l'instance du moteur, mettre en place les IHM pour avoir des tableaux de bord. Et puis ensuite, effectivement, il y a un coût de run qui est en fonction du volume transcrit. Donc plus vous transcrivez d'heures et plus ça vous coûtera un peu plus, mais avec des tarifs dégressifs. D'accord. Okay. Alors une autre question peut-être, Chantal? Oui, alors des questions en lien avec une session qu'on a eue hier. Donc Catherine M. Je pensais qu'il y avait une limite de volume souhaitée par la CNIL pour les enregistrements audio en centre d'appel. Et une question à peu près similaire. Comment rester en conformité vis-à-vis du RGPD tout en enregistrant la totalité des conversations des collaborateurs? Est-ce que tu as la réponse ou est-ce que tu veux que je Alors, développe? J'ai certains éléments de réponse. Donc, effectivement, en fonction des centres de contact et des tâches qu'ils traitent, il va y avoir certains appels qui ont une obligation d'enregistrement. Par exemple, pour certains de nos clients bancaires, il y a une obligation d'enregistrement et de rétention des données conversationnelles. Ça, c'est réglementaire. Donc, dans ce cas-là, 100% des conversations doivent être enregistrées, triées, étudiées, etc., par la conformité, par exemple. Dans d'autres cas, quand il n'y a pas cette obligation de rétention, en effet, il y a un seuil. Et on a certains clients qui nous disent on aimerait bien transcrire la totalité, mais on se limite au seuil. Donc effectivement, le dernier seuil que j'avais entendu de la part de clients, c'était 30%. Ils étaient limités à enregistrer 30% des appels. Ensuite, sur la question de respecter la RGPD et enregistrer, quelque part, elle est un petit peu dans cette réponse. C'est-à-dire que quand il y a une obligation réglementaire, comme dans les banques par exemple, où il y a des transactions qui se font au téléphone, où on est dans un métier très réglementé qui oblige à enregistrer, quelque part les conseillers, les traders, les commerciaux ont accepté dans leur contrat de travail le fait que leur métier est réglementé et que leurs conversations sont enregistrées. Donc ça, c'est quelque chose qui est partagé. Il y a une durée de rétention, etc. Enfin, tout ce process respecte les règles de confidentialité et de traitement de la donnée personnelle. Dans le cas où on est dans des conversations non réglementées, en tout cas où il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, il va y avoir en effet une communication assez transparente envers les agents et les clients sur le fait que l'appel est enregistré. Vous avez certainement tous entendu la petite phrase qui vous prévient que cet appel peut être enregistré à des fins d'amélioration du service et vous pouvez demander à ce que cet appel ne soit pas enregistré. Donc c'est un petit peu le cadre. Peut-être juste une petite précision en plus. Quand nous avons travaillé avec les départements de conformité justement réglementaire de la banque, là nous étions en direct avec comme clients les juristes de la conformité, donc les mieux placés pour arbitrer justement ces différentes réglementations, la RGPD, etc. Et ils s'étaient posé la question, tiens, mais avons-nous le droit, certes nous avons l'obligation de tout enregistrer, mais avons-nous le droit de tout transcrire? Est-ce que là, on n'est pas justement dans une infraction de respect de la donnée personnelle en transcrivant l'ensemble? Et clairement, la réponse à cette question juridique a été assez nette. Elle est que le dispositif de transcription automatique, d'indexation automatique, de catégorisation automatique, etc., fait partie d'un processus, si on veut, d'un outillage qui est du même ordre que l'enregistreur. De la même façon que l'enregistreur a le droit de tout voir, les systèmes automatiques de transcription, d'indexation, de tri ont le droit de tout voir. Ce sont juste des dispositifs techniques qui permettent de retenir la donnée et de l'exploiter. Là où on peut avoir des arbitrages sur le respect de la donnée personnelle, c'est quand un humain rentre dans la boucle et commence à réécouter des appels ou faire des arbitrages sur ce qu'il doit faire des appels qu'il réécoute. D'accord. Mathieu, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose? Oui, pour compléter, alors effectivement, tu l'as dit, quand on a des conversations en client-agent, souvent il faut prévenir les agents qui vont être enregistrés, prévenir le client qui peut s'opposer à ça.
Et ensuite, chez Eloquent, par exemple, on a des durées de détention des audios qui sont définies avec le client. Et donc, ils peuvent très bien nous demander de supprimer toutes les conversations au bout d'un mois, 6 mois. Enfin, voilà, c'est paramétrable client par client. D'accord. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Il est 12h15. Il y en avait beaucoup. Hein. Alors, peut-être deux questions. Alors, Catherine H., on a plusieurs Catherine, qui trouve la session très intéressante. Elle demande, si j'ai une problématique de fidélisation client dans un univers où les clients sont plus volatiles, en quoi votre solution peut-elle m'aider ? Mesurez-vous l'impact sur le taux de fidélisation client ? Alors ça, on peut le mesurer à travers l'analyse. Comme je disais, c'est un petit peu le coaching des agents. On va regarder quels agents ont les meilleurs résultats et faire une analyse du contenu de leur conversation, la tournure de phrase, l'organisation de leur conversation. Est-ce qu'ils commencent par parler du contrat et ensuite du nouveau produit ou l'inverse ? Voilà, une analyse globale qui permet de détecter les bonnes pratiques de certains et essayer de combler les lacunes ou les difficultés des autres. On a aussi rencontré une autre approche lors de tests avec des clients sur ce sujet-là. Et pour calculer cet impact, l'approche qui était adoptée, c'était de regarder, avant la mise en place du système, quel était le pourcentage de cas où l'agent allait utiliser une démarche de fidélisation ou transférer vers une cellule fidélisation. Et après la mise en place du système, combien y avait-il d'actions en plus de fidélisation, combien y avait-il de transferts en plus vers la cellule fidélisation, ou combien y avait-il de rappels de fidélisation. Et ensuite, en appliquant le pourcentage qui est connu en interne généralement, ou estimé, sur le fait de passer par une action de fidélisation permet de réduire de temps les départs clients, le churn client, on peut en déduire, si on veut, le retour sur investissement de très bien, une fois que la solution a été mise en place, voilà l'impact, voilà la réduction estimée de départ client. Ok, alors on va prendre peut-être la dernière question. Il est 12h17. Deux questions. Ah, Chantal, c'est signe qu'il y a deux questions. Il y en a deux très différentes. Donc, Sandrine qui demande à quand la transcription automatique pour la langue des signes qui est de plus en plus proposée en relation client. C'est une très très bonne question. Il y a des travaux dessus, pas chez Bertin IT, mais dans le monde académique. Là, on parle de reconnaissance d'images, de reconnaissance visuelle. Ce sont aussi des modèles de réseaux de neurones profonds, comme ceux dont je vous ai parlé pour l'acoustique, mais cette fois-ci qui sont appris sur des images, des mouvements. Donc ça va venir. Je ne sais pas vous dire à quel horizon, mais il y a des travaux dessus, oui. Merci pour la question. La dernière alors, Chantal ? Alors, la dernière, on va prendre Béatrice. Comment l'étiquetage post-appel est-il intégré au CRM ? C'est un web service, je pense. Oui, en général, effectivement, une fois qu'on a fait donc la transcription, l'analyse sémantique et qu'on a pu étiqueter la conversation en disant à tel moment on parle de tarifs, à tel moment on parle de compétences, d'attitude conseillée, où il y a un risque de résiliation, il y a de la colère, etc. Une fois qu'on a identifié tous ces éléments dans la conversation, on peut les repasser à un CRM via un web service. Donc ça, ce sont des prestations qu'on réalise chez Eloquent sur mesure en fonction du besoin du client. Bon, alors Chantal, est-ce que tu veux prendre une dernière question, puis vu que tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de demandes ? Alors, une question de Cécile. Si les enregistrements sont déjà réalisés par notre système, la solution peut-elle se plugger pour les retranscrire, analyser, ou doit-on passer les enregistrements sur votre système ? Non, on peut tout à fait analyser des enregistrements que le client a déjà. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais chez Eloquent, on a notre solution de centre de contact avec l'enregistrement des audios. On peut tout à fait, d'ailleurs on l'a fait pour des clients, prendre les enregistrements qu'ils ont par ailleurs, donc indépendamment de notre solution de centre de contact. Donc eux ont les enregistrements, ils nous les transfèrent via un protocole sécurisé et ensuite on fait l'analyse, enfin la transcription et l'analyse sémantique. Donc c'est tout à fait faisable sur des enregistrements qui ne viennent pas de chez nous. Merci. Alors pour toutes les autres questions, vous pouvez quand même continuer à les poser maintenant, puisqu'en fait Mathieu se fera un plaisir d'y répondre, peut-être pas dans la journée, mais dans la semaine. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, tapoter sur vos claviers, et donc Mathieu y répondra avec grand plaisir. Et si vous souhaitez bien sûr avoir une présentation, Mathieu et toutes les équipes d'Eloquent sont à votre disposition. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à parler des ateliers de ce début d'après-midi. Donc rendez-vous à 14h, donc après la pause déjeuner.
Et nous aurons un excellent atelier qui sera animé par 2 experts qu'on aime beaucoup chez Locan, donc Emmanuel Ploton, directeur adjoint de la relation client chez Orange Bank, et Marie-Louis Julien, secrétaire général de la marque. Et ils nous expliqueront en quoi le feedback management peut être un moteur pour repenser le parcours et l'expérience client. Donc, un atelier à ne pas manquer et je vous donne donc rendez-vous à 14h. Un bon appétit à tous et à tout à l'heure.